Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, c'est la génération Z qui prend le pouvoir et pour assister à cette prise de pouvoir, on a avec nous Elodie Gentina. Bonjour Elodie. Bonjour. Ravi de te recevoir aujourd'hui dans les masterclass d'excellence commerciale. Vous êtes très nombreux, vous êtes toujours aussi incroyables, mais aujourd'hui vous êtes particulièrement intéressés par ce sujet parce que vous êtes plus de 400. Plus de 400 pour assister à cette masterclass. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Eric Mellet parler de l'organisation positive, une masterclass absolument passionnante, un bouquin également passionnant, très concret, très plein de trucs et astuces, des questions du coach pour renforcer votre posture de manager coach. Vous avez à la fin de chaque chapitre une liste de questions pour engager vos équipes, pour engager votre organisation dans cette démarche de coaching et de rituels managériaux. Voilà, je vous la recommande, vous la retrouvez sur notre chaîne YouTube, sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive est une plateforme pour les managers qui sert à deux choses, qui sert à aider les managers à motiver leurs équipes, à motiver tout le monde et pas simplement les meilleurs, et qui les aide, qui facilite les rituels managériaux. Incentive travaille dans une vingtaine de pays avec des entreprises comme Société Générale, comme Groupama, comme Procter & Gamble ou Orange. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous adresser à nos équipes. On sera ravis de répondre à vos besoins. Voilà, alors pour ouvrir le bal, est-ce que Jules, tu peux nous faire le portrait de notre invitée du jour, Elodie Gentina? Oui, Elodie Gentina, vous êtes l'une des grandes spécialistes de la génération Z. Diplômée de la Schema Business School en Management et de l'Université Lille 2, vous poursuivez vos recherches et obtenez votre doctorat en 2008. Forte de vos travaux sur les spécificités des comportements de consommation de la génération Z, vous êtes enseignant-chercheur en marketing à l'IESEG School of Management. Vous avez consacré vos travaux à décrypter les caractéristiques et les défis que pose la génération Z aux entreprises, en particulier en matière de nouveaux modes de management. Passionné par cette nouvelle génération, vous avez développé une connaissance pointue en analysant ces multiples facettes à travers des approches variées, tant théoriques que terrain, avec plus de 10 000 questionnaires analysés et de nombreux entretiens. Vous êtes autrice de 4 ouvrages majeurs, dont Marketing et Génération Z des consommateurs aux Z collaborateurs, The New Generation Z in Asia, et votre dernier en date, Manager la génération Z, que vous nous présentez aujourd'hui. Vous avez contribué de manière significative à la compréhension de cette génération. Vous êtes régulièrement sollicité par plein de médias sur le sujet et vous contribuez régulièrement à Management Challenges, Le Nouvel Observateur, Le Parisien, Le Figaro, Forbes et les Échos Business. Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Elodie dans l'espace questions et commentaires. Merci. Beau parcours, Elodie, beau parcours. Et puis ce qu'on aime chez Incentive, c'est ces parcours mixtes qui associent à la fois la recherche, pousser des sujets au-delà des lieux communs, et puis cette expérience très concrète, et notamment des expériences de chercheurs et d'enseignantes à l'IESEG, prestigieuse école de commerce. Alors la génération Z, tout d'abord, c'est, pour la définir, c'est 1995-2010, c'est ça, né entre Oui, 1995 exactement. et 2010. C'est tous ceux Et qui ça sont nés va, pendant la 4e révolution numérique. voilà, donc c'est des gens qui sont nés avec des smartphones dans le berceau. Et puis, ça représente aujourd'hui un tiers de la population mondiale. Et donc, c'est une génération qui arrive en force dans les entreprises avec un nouveau rapport à l'autorité, avec des nouvelles ambitions, une nouvelle recherche de sens. Enfin, beaucoup de choses qu'on lit tous les jours dans les journaux. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est pour les auditeurs qui sont avec nous, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des directeurs commerciaux, qui sont des managers, c'est leur donner quelques clés pour très concrètement les aider dans le quotidien pour intégrer, onboarder, fidéliser et puis coacher, manager, faire grandir cette génération. Peut-être on peut commencer par un sujet qui est cette notion d'individualisme dans la génération Z. Est-ce que vraiment c'est une génération qui est individualiste?
Alors pour moi, quand on parle de génération individualiste, non. Je dirais plutôt que c'est les milléniums qui est érigé d'un système capitaliste et individualiste. Pour moi, la génération Z, ce qui les fait vivre, c'est la communauté. On voit bien, hein, les jeunes aujourd'hui voilà, vivent en communauté. On parle beaucoup de consommation collaborative. On voit plein d'entreprises qui se créent dans l'ère du collaboratif. Ils adorent ça. Ils n'ont pas besoin de posséder, mais ils ont besoin d'être. Ils ont besoin de collaborer. Ils ont besoin d'échanger. Airbnb, Vinted, enfin voilà, même le seconde main derrière. Hein, le seconde main est en plein essor parce qu'en fait, ça permet de créer du lien. Donc, ils ont envie de créer du lien. Et donc, aujourd'hui même, hein, si on voit les youtubeurs, les communautés de marques, à la fois dans le système de la consommation comme dans le domaine de l'entreprise pour la marque employeur, pour moi, c'est plutôt une génération qui vit par la communauté et donc les réseaux sociaux numériques, voilà, Instagram, Snapchat, TikTok, BeReal, qui sont les réseaux que les jeunes adorent aujourd'hui. Les réseaux numériques ne sont qu'une application justement de ce besoin de lien social. Ce besoin d'appartenance, ce besoin de la sociale. Alors on va commencer, si ça te va, par on va suivre un parcours, tu vois, dans une entreprise, un collaborateur, il faut d'abord le recruter, ensuite l'onboarder, etc., pour essayer d'être le plus pragmatique possible. Dans ton livre, tu commences, alors sur le recrutement, tu dis qu'on est passé d'un recrutement sur des caractères assez subjectifs comme l'école qu'on a fait, la bonne éducation, vers des critères dans les années 80-90 de quotient intellectuel avec des tests, des tests psychologiques. Puis on a évolué vers du quotient émotionnel dans les années 2000-2010. Et puis là, finalement, le critère qui devient clé dans le recrutement, à la fois en termes d'importance pour l'entreprise, mais aussi de perception que le collaborateur a dans le processus de recrutement, qu'on prend vraiment en compte sa valeur propre, c'est le potentiel, avec la fameuse phrase de McDonald's, venez comme vous êtes. Comment est-ce qu'on passe de la sélection à la séduction? On passe, on passe aujourd'hui à la séduction parce qu'en fait, on voit qu'il y a un changement de paradigme. Le centre d'emploi, en fait, c'est plus l'entreprise, c'est le jeune. Avant, c'était l'entreprise qui faisait l'honneur de proposer un job. Et puis, les anciennes générations se sentaient redevables envers ce job et donc rester dans l'entreprise, accepter les contraintes. Et l'entreprise pouvait aussi voilà, accorder de la sécurité de l'emploi, un salaire à vie, etc. Aujourd'hui, les jeunes voient que l'entreprise ne peut plus promettre tout ce qu'elle promettait à leurs grands-parents, à leurs parents. Et ils se disent, en fait, le centre d'emploi, c'est plus l'entreprise, c'est moi. C'est moi qui vais proposer mes talents et mes compétences. Et donc, on voit qu'il y a un autre rapport de force. Et donc, aujourd'hui, les entreprises doivent séduire. C'est ce qu'on appelle même en RH le inbound recruiting, c'est-à-dire qu'on fait appel aussi au domaine du marketing pour savoir comment capter, comment recruter, comment fidéliser, comment engager. On en reparlera tout à l'heure, mais la vraie question, ce n'est pas uniquement d'attirer et de recruter, mais c'est aussi d'engager ces jeunes dans le travail et de les fidéliser. Donc, pour moi, le recrutement, il doit être bien évidemment digital dans la phase de sélection avec l'intelligence artificielle, avec l'ère du numérique qui permet justement de sélectionner des dossiers de manière, enfin, des CV de manière plus rapide avec des mots-clés. Mais le recrutement doit être aussi plus rapide. Aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté. On voit à peu près que 75% des jeunes abandonnent une candidature en ligne quand la candidature prend plus de 10 minutes. C'est-à-dire que si pour eux, ça prend plus de 10 minutes, ça montre que derrière, il y a beaucoup de process dans l'entreprise. Ils n'auront pas forcément envie d'aller plus loin. Et après, les jeunes veulent aller dans l'entreprise. Contrairement à ce qu'on peut penser, voilà, l'ère du digital, oui, c'est important, mais ça reste un outil. Ils sont heureux d'aller dans l'entreprise pour justement être recrutés, pour rencontrer avant tout, non pas la RH, mais aussi l'équipe. Donc, l'équipe a aussi envie de choisir le jeune, a envie d'échanger avec le jeune. Et donc là, on peut aussi innover sur des processus de recrutement qui soient un peu plus attractifs et dans l'air du temps. Est-ce que la lettre de motivation et le fameux CV, voilà, c'est toujours dans l'air du temps? Peut-être que oui, et on l'utilise toujours pour les hard skills, mais aujourd'hui, on parle aussi de nouvelles formes de compétences. Face à l'obsolescence des compétences, on parle de compétences qui soient voilà, plus humaines, les soft skills. Et les soft skills, on arrive à les percevoir sous de nouvelles formes de recrutement, comme par exemple des recrutements collectifs, pour voir comment un jeune va pouvoir prendre sa place dans le groupe. Est-ce qu'il est plutôt challenger, leader, il fait preuve d'empathie, d'écoute? Pourquoi pas faire aussi appel à des scénarios, des business games. On va montrer un scénario et on va demander justement à un jeune quel serait
ton rôle en tant que manager, quelles sont les décisions que tu prendrais face à cette problématique. Donc, le recrutement est un grand domaine. Pour moi, le recrutement doit être digital, il doit être nomade, il doit être dans l'immédiateté, tout en étant aussi dans l'aspect humain et dans le présentiel. Et derrière les plateformes, passer de la sélection à la séduction, devenir un média, c'est le choix qu'ont fait certaines plateformes de recrutement comme Welcome to the Jungle, qui devient une vraie plateforme de vitrine pour les entreprises, avec des vidéos, avec des présentations individuelles, inbound recruiting. Une fois qu'on a onboardé le collaborateur, tu prends dans ton livre, ce que j'adore dans ton livre, c'est qu'il y a plein d'interviews de professionnels qui parlent d'expériences et d'anecdotes qu'ils mettent en place dans leur entreprise et qui fonctionnent. Et tu as interviewé Gaël Magda, qui est DG de Grohe, dans une grande entreprise dans le secteur du bâtiment, les robinets, voilà. Et il mentionne une anecdote, il dit, voilà, le jour 1, quand la personne arrive, on prend une photo avec son manager, et puis cette photo, on la garde bien précieusement, et puis régulièrement, tous les 2-3 ans, on va refaire une photo au même endroit pour créer ce sentiment d'émotion, sentiment d'appartenance. Finalement, accueillir un collaborateur, ça devient vraiment une science avec des processus qui deviennent structurés, rodés, et c'est vraiment important ça pour créer ce lien de façon durable. Ça se travaille finalement, comme l'amitié ou l'amour. Là, le lien avec un collaborateur, ça se travaille. Bien sûr, hein, le lien, il n'est pas inné, hein. Même si au départ, on dit qu'on a besoin d'appartenance sociale, c'est un besoin inné de tout être humain et pas uniquement propre à cette génération Z, parce que voilà, hein, on peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On a besoin de ce sentiment d'appartenance sociale et encore plus depuis la crise de la Covid, avec ce besoin aussi d'aller aussi en entreprise pour voir nos collaborateurs. Et Gaël Magda, qui dirigeant de Grohe France et qui est d'ailleurs un de mes amis, il en parle très bien du processus de onboarding. C'est ce qu'on appelle le processus de onboarding, c'est-à-dire qu'au-delà du recrutement, qu'est-ce qu'on doit faire pour véritablement bien intégrer un jeune collaborateur comme un autre collaborateur. Et très souvent, les entreprises passent le processus de onboarding ou font des processus de onboarding qui sont trop rapides. Voilà, une réunion, un après-midi ou une semaine. Et les jeunes en particulier ont besoin d'encadrement. Donc, en fait, il y a des contradictions quand on parle de la jeunesse. Oui, je comprends pas, ils ont besoin d'autonomie, mais l'autonomie, c'est pas l'indépendance. C'est voilà, avoir des responsabilités tout en ayant un cadre. C'est ce qu'on appelle le management par le vide organisé. On parle justement On dans en l'ouvrage. reparlera, Et donc, on en ils ont reparlera tout à besoin l'heure. d'un manager qui soit bienveillant, qui soit empathique, qui soit présent. Voilà, par exemple, l'exemple de la photo avec des rituels. Ils ont besoin de cadre et le rituel en fait partie. Voilà, et dans 5 ans, on reprend la même photo ou dans 1 an plutôt, parce que 5 ans pour eux, ils ont du mal à se voir à plus d'1 an et savoir où ils seront. Mais en tout cas, bien évidemment, ça se travaille et ça se travaille aussi en travaillant sur l'intergénérationnel. Dans le processus d'onboarding, on peut aussi créer du mentorat, on peut créer du coaching où voilà, d'autres personnes d'autres générations vont aider le jeune aussi à s'intégrer dans l'entreprise et le jeune va pouvoir aussi transmettre des compétences dans le domaine du digital, dans le domaine de la RSE, dans le domaine des langues à d'autres générations. On est aussi sur le transfert des compétences et ça, il faut aussi bien l'intégrer dans le processus d'intégration. Donc, le domaine, enfin, le concept de onboarding est extrêmement important aujourd'hui. Les entreprises en prennent conscience, mais elles ne le font pas forcément de bien ou de manière efficace ou de manière optimale, parce que parfois elles le font trop vite. Pour référence, on est en train de déployer avec une grosse compagnie d'assurance en France un processus d'onboarding gamifié pour tous les nouveaux de 18 mois. Donc, pendant 18 mois, il y a un accompagnement collaboratif de à la fois le manager, mais aussi des coachs, les RH, qui sont structurés dans la plateforme pour s'assurer que pendant 18 mois, il y a un bon accompagnement et la personne se sent vraiment à grandir et bien intégrée dans l'équipe. L'onboarding, c'est clé aussi pour l'image que l'entreprise a à l'extérieur. Et on sait que maintenant, comme il y a des notes Google pour la boulangerie du quartier, tous les nouveaux collaborateurs vont sur des sites comme Glassdoor pour voir ce que disent les collaborateurs actuels et puis les alumni, les anciens de leur expérience dans l'entreprise. Donc finalement, toi, tu t'intéresses beaucoup au marketing, tu es une spécialiste du marketing et une spécialiste des RH, et c'est ce qui rend ton approche passionnante. C'est que finalement, tu fais le lien entre les deux, et finalement, cette image de l'entreprise à l'extérieur, c'est du marketing qui utilise les mêmes outils, les mêmes mécaniques.
en fait, c'est important, on parle de l'image de marque dans la consommation et on parle de marque employeur dans l'entreprise. Et on parle même d'amour de la marque, comment aimer une marque et comment transmettre justement cet amour de la marque à l'extérieur. Et on voit aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes doivent devenir ambassadeurs de la marque. Ça ne suffit plus de les écouter, mais on doit avoir conscience qu'ils doivent prendre une place dans la société, une place dans la société de consommation et une place dans l'entreprise. Et ils ont envie de raconter une histoire, ces jeunes. Et donc, ne pas hésiter justement à demander à ces jeunes, voilà, racontez-nous votre expérience en toute transparence, en toute authenticité, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux. Hein. Voilà, c'est ce besoin d'authenticité sur l'expérience que vous vivez en entreprise, sur les missions, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez moins faire, pour donner l'envie aux autres, à votre communauté de jeunes, de venir dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur d'autres manières de communiquer. C'est pareil, aujourd'hui, les jeunes ne s'identifient plus à des célébrités au niveau des marques, comme ça pouvait être le cas avant, mais ils vont s'identifier à des youtubeurs. Et les youtubeurs, c'est qui? C'est d'autres jeunes comme eux. Donc on voit que le modèle et la source de comparaison, ça doit être d'autres jeunes qui ont à peu près le même âge, pour lesquels on a envie de s'identifier. Donc on doit vraiment avoir une approche holistique, générale, et on doit mettre le jeune au cœur du processus. Et aujourd'hui, les jeunes, moi je dis, hein, ils sont vachement créatifs, ce sont des makers, ils connaissent aussi très bien et manipulent très bien les réseaux sociaux. Et donc, ils sont hyper créatifs aussi pour créer des vidéos et donc travailler sur l'image de la marque employeur. Et donc, il ne faut pas hésiter justement à les solliciter. Et c'est ce qu'ils aiment, ces jeunes, parce qu'en fait, ils aiment travailler en mode mission et ils aiment aussi travailler sur des missions qui sont différentes, avec un besoin d'utilité qui est extrêmement importante. Et ça, parfois, on ne le fait pas aussi assez. Et donc, si on leur demande de créer une vidéo pour travailler sur l'image de marque de l'entreprise, ils vont être heureux. Mais attention, ne pas aller sur du greenwashing. Il faut aussi écouter leur propre discours avec des choix positifs, des choix aussi négatifs dans le discours, dans la façon avec laquelle on va échanger avec eux. Et travailler aussi sur le réseau des alumni. Parfois, on oublie. Les jeunes qui partent, les collaborateurs qui quittent l'entreprise. Est-ce qu'on a fait des entretiens de off-boarding, contrairement au on-boarding, pour mettre fin à la relation et comprendre aussi pourquoi on est parti et pourquoi pas, les jeunes, on parle même de génération boomerang, ils quittent l'entreprise pour parfois avoir envie de voyager, voir autre chose, se former, créer une entreprise, travailler en association et ensuite revenir quelques mois après ou un an après. Et ils n'hésitent pas à taper à la porte pour revenir. Donc, il y a des boîtes qui réfléchissent aussi à ce fameux contrat d'exclusivité. C'est le cas de Mazars, par exemple. Ils ont mis fin au contrat d'exclusivité en disant on ne peut pas obliger un jeune à travailler uniquement 100% pour notre entreprise, mais on peut peut-être lui accorder aussi du temps pour faire autre chose sans forcément, bien évidemment, aller à la concurrence. Alors, un autre sujet qui est très important dans le management de la génération Z, c'est le rapport à l'autorité. Alors historiquement, l'autorité, elle était très liée à la connaissance. Puis la connaissance, maintenant, elle est disponible partout. Et donc, cette forme d'autorité liée à la connaissance disparaît. Quelle est cette nouvelle forme d'autorité que les managers doivent s'approprier, que la direction générale doit s'approprier pour s'adapter à cette nouvelle génération? Ce rapport à l'autorité, il est aussi culturel. Voilà, là, le discours que j'ai, on est en France, donc je vais rester sur l'Europe ou sur la France, sur une société plutôt individualiste, où on est sur des rapports plutôt égalitaires entre les adultes et les enfants, contrairement aux sociétés collectivistes comme en Asie, où là, le rapport à l'autorité est beaucoup plus respecté. On respecte les anciens, il y a un respect de la hiérarchie. Aujourd'hui, on le voit bien, les jeunes ne veulent plus travailler forcément dans des entreprises traditionnelles, où on est sur un système paternaliste, très hiérarchique, N-1, N-2, et on l'a toujours, ce modèle-là. Ils vont préférer plutôt travailler dans des PME, des PMI ou des grosses boîtes ou des aspects plus start-up, mais où on va être sur plutôt des modèles agiles. C'est-à-dire qu'un bon manager pour eux, ce n'est pas un manager qui est sachant, mais c'est plutôt un manager qui est coach, expérimentateur, qui n'a pas forcément son bureau au dernier étage de l'entreprise qui montre qu'il a plus de pouvoir, mais c'est celui qui sait échanger, qui est empathique, qui sait se mettre à l'écoute d'eux, qui va savoir déployer de nouveaux outils pour mieux communiquer en interne dans l'entreprise au-delà du mail, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus les mails. Donc, on voit que le rapport à l'autorité est différent déjà dans les familles, parce qu'on est sur, on parle beaucoup, même les psychologues, notamment en France, de communication non violente. Je n'ai pas du tout de jugement de valeur là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un fait. Aujourd'hui, les enfants, les adolescents deviennent des acteurs dans la famille, dans la consommation, ils deviennent des prescripteurs, ils vont venir conseiller les parents dans plein de domaines sur ce qu'il faut acheter, sur les sources d'informations qu'il faut regarder, etc. Et donc,
demain dans l'entreprise, à force d'avoir entendu leurs parents qui leur disent tous les jours qu'ils les aiment, et ils vont aller dans l'entreprise et ils vont aussi dans l'entreprise se dire mais moi j'attends aussi de mon manager qui dise qu'il m'aime. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Derrière, ça veut dire en fait que les jeunes aujourd'hui ont besoin de reconnaissance existentielle. Pour eux, un bon manager, c'est un manager qui va aussi, voilà, être à l'écoute d'eux. Au-delà de la reconnaissance par les résultats, pour eux, la reconnaissance existentielle est importante. Et aujourd'hui, on parle de manager coach. Comme moi, en tant que professeur avec mes étudiants, on a évolué aussi. Et j'ai évolué sur ma posture de prof. Voilà, un prof sachant qui va défiler un amphi pendant 3 heures, on les a perdus. Parce que le rapport à la connaissance, à l'information est complètement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut les nourrir, il faut être dans le concret, il faut être dans le coaching, il faut être dans le feedback. Donc, on a un autre rapport aussi à l'accès à l'information, à la connaissance, d'où un autre rapport à l'autorité qui se fait à la fois à la maison, dans les familles, dans l'entreprise, à l'école. Alors, il y a une anecdote. On recevait il y a quelques mois Nicolas Bergerot, qui est le fondateur de l'Atelier des chefs, qui forme des CAP de boulangerie, de pâtisserie, voilà, ou des cours pour les entreprises. Nicolas Bergerot nous disait on a beaucoup de succès dans les écoles et à HEC, à Polytechnique, on a beaucoup d'élèves qui passent leur CAP de boulangerie ou leur CAP de pâtisserie. Et dans ton livre, tu dis que finalement, on passe d'une autorité liée au savoir à une autorité liée au savoir-faire. Et tu parlais d'expérientiel et voilà, de travailler ensemble, collaborativement à résoudre des sujets. On passe dans une société du savoir-faire plus que du savoir. Hein. Alors, le savoir reste toujours important parce que bien évidemment, il y a toujours des postes qui sont techniques et qui demandent, voilà, le savoir, même dans le domaine médical, etc. Le savoir est extrêmement important. Mais aujourd'hui, le savoir ne suffit plus. On voit bien aussi, hein, l'important, c'est la personnalité. Bon, ça, c'est pas propre à notre société d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on voit aussi que les jeunes se forment différemment. Ils ne lisent plus forcément voilà, autant de livres comme c'était avant. C'est difficile pour eux de rechercher de l'information dans le dictionnaire parce que, alors, est-ce que c'est le sens de l'effort qui est différent? Est-ce que c'est aussi l'accès à l'information qui est différent? Parce qu'aujourd'hui, ils sont face à un accès à l'information via leur smartphone qui est immédiat. Voilà, quand ils ont besoin de rechercher de l'information, c'est à portée de main. Et donc, on est sur un rapport au savoir et à la connaissance qui est beaucoup plus dans le concret et dans l'expérimentation. C'est pour ça qu'ils attendent d'un manager qui soit aussi expérimentateur et qui ne soit pas non plus dans le sachant. Et nous, et moi, dans les connaissances en tant que professeur, on a aussi évolué sur les formes d'apprentissage. On va beaucoup travailler en partenariat avec des entreprises. On va demander aux jeunes de pitcher devant des entreprises. Et quand on parle d'artisanat, voilà, les jeunes, parfois, alors, de certains milieux, c'est vrai que moi, j'ai aussi rencontré des parents qui me disent, mais tout ça pour ça, on leur a payé une école de commerce, ils ont fait une école d'ingé, et finalement, ils ont envie de repartir dans l'artisanat en disant, ras-le-bol de ces métiers bullshit où je suis derrière un ordinateur, mais toute la journée, mais en quoi ça m'apporte du sens? Voilà, cette quête de sens. Donc là, on est aussi un peu sur une jeunesse, entre guillemets, un peu dorée, hein, pas forcément sur tous les jeunes, mais c'est important pour eux de se sentir véritablement utile dans leur job, comme pour d'autres générations. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les jeunes ont beaucoup d'admiration pour les métiers de l'artisanat ou des métiers là où Internet ne peut pas forcément les aider. Et les métiers manuels, on voit que là, Internet ne peut pas les aider. Et c'est vrai qu'ils tendent à admirer les métiers de l'artisanat. Les métiers du savoir-faire. Tu parlais tout Ouais. à l'heure, et je voudrais m'arrêter sur ce concept qui est très intéressant. Tu parlais de management par le vide organisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ce que c'est que le management par le vide organisé? Alors, quand on parle de vide organisé, en fait, derrière ça, c'est le processus d'autonomisation. Ça veut dire que le vide, en gros, c'est l'indépendance. On n'a personne, c'est pas forcément ce qu'on a. Et organisé, quand on est trop dans l'organisation, ils n'aiment pas non plus. Donc, en fait, c'est le management du juste milieu. Par le vide organisé, c'est-à-dire leur laisser des responsabilités, leur laisser des marges de manœuvre, leur laisser de l'autonomie, les laisser travailler en mode mission et pas forcément un même métier pour toute une vie. Mais ils ont besoin aussi, voilà, quand on parle de organiser, c'est ils ont besoin d'un manager, ils ont besoin d'un professeur, ils ont besoin d'un référent. C'est pour ça qu'on parle aussi de cette génération-là comme une génération du collaboratif, parce qu'en fait, ils ont toujours besoin d'avoir pour référence un groupe, une communauté. Donc, c'est ça l'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, ce fameux entretien, par exemple, d'évaluation où on attend 1 an pour faire le point avec un collaborateur sur ce qui va pas, voilà, ça c'est très structurant peut-être pour les autres générations. Il faut le garder. Je ne dis pas qu'en fait, il faut tout remettre en cause. Mais pour un jeune, ça ne suffit pas de faire un point au bout d'1 an. Ils ont besoin d'écoute,
Ils ont besoin de feedback, qui soit positif comme négatif, mais aussi feedback positif, on l'oublie parfois et il faut le faire. Et c'est ça quand j'entends par organisation. Beaucoup de feedback pour faire le point et voir comment la mission peut évoluer au fil du temps. Alors après, il y a toute la dimension, et tu en parles là, des rituels, et le rituel annuel de l'entretien. Et puis, pour un coach, comme un coach sportif avec son champion, il y a du coaching au quotidien, du coaching hebdomadaire. Et donc, la mise en œuvre de ces rituels, elle est importante. Tu mentionnes notamment, tu as interviewé Michael Kinke, qui est Global VP Talent Acquisition chez L'Oréal, qui parle du rituel de Connect. Le rituel Connect, c'est finalement un rituel qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus finalement à la demande du collaborateur potentiellement, où on va adresser tous les sujets, pas simplement les sujets professionnels, mais aussi les sujets personnels. Tu peux nous en dire plus sur ces rituels Connect chez L'Oréal? Quand on parle de rituel Connect chez L'Oréal, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas obligé d'attendre une année pour faire le point et échanger véritablement avec son manager sur ce qui va pas, sur le fait qu'on ait besoin de changer de mission, de voir autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, on peut avoir des rituels et les rituels, en fait, c'est sécurisant. Et les jeunes aujourd'hui ont besoin de sécuriser, ils ont besoin de se sentir sécurisés, ils ont besoin de se sentir voilà, reconnus et aimés. C'est comme les réseaux sociaux, hein. C'est pour ça qu'ils sont autant sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, ils ont besoin aussi de recevoir des likes, ils ont besoin de reconnaissance existentielle. Et donc, ils ont mis ça en œuvre parce qu'ils se sont rendus compte en fait que les jeunes qui vivent dans cette société de l'immédiateté, de la rapidité, quand ils ont une question, quand ils ont une demande, quand ils ont un besoin, on ne peut plus attendre voilà, trop longtemps comme c'était le cas avant, au risque justement de les perdre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un jeune voilà, qui n'est pas forcément content de son employeur, de l'entreprise, voilà, même malgré un CDI, il ne va pas hésiter à voilà, parfois fermer la porte et aller voir autre chose, même s'il n'a rien derrière. Donc, quand on parle de connect, c'est ça, c'est ce besoin de se sentir toujours interconnecté avec le manager. Mais attention, parce que pour le manager, c'est aussi beaucoup plus fatigant, et ils le disent, parce qu'en fait, avant, on avait une rupture entre la vie privée et la vie pro, et aujourd'hui, on a une imbrication des sphères privées et pro. Et donc, ce n'est pas non plus facile pour le manager, et le manager doit être aussi formé sur le management par la bienveillance, sur aussi le management de cette nouvelle génération et voir aussi ce qu'il peut faire et ne pas faire. Dans ces rituels et dans les modes de management, tu insistes dans ton livre sur l'importance de créer un cadre de sécurité psychologique et tu proposes trois briques, trois éléments clés pour la structuration, pour créer un cadre de sécurité psychologique. Il y a l'art de l'inclusion, il y a développer l'estime et la confiance en soi, et puis à concilier les forces et les faiblesses. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ces trois briques qui constituent l'architecture d'un environnement de sécurité psychologique? Ouais, ça, c'est aussi la culture de l'entreprise, en fait, hein. C'est important quand on a une entreprise de bien réfléchir justement à sa culture d'entreprise, à son ADN, et l'inclusion peut en faire partie. Mais là encore, l'inclusion, l'estime de soi, connaître ses forces et ses faiblesses, ça, c'est propre aussi à tout être humain et pas propre uniquement à la génération Z et aux jeunes. Aujourd'hui, on parle encore plus, par contre, d'inclusion parce qu'on est encore plus sur toutes ces questions liées à la RSE, et la crise de la Covid-19, elle a suscité une accélération des questionnements liés à la RSE pour les jeunes. Donc, pour les jeunes, c'est important de ne pas, voilà, d'accepter les différences selon les genres, selon les âges, d'être sur une mixité, et ce besoin encore d'être inclus, ne pas être exclu, c'est relié à ce besoin de social reliance, c'est-à-dire ce besoin d'appartenance sociale. L'estime de soi pour un jeune aujourd'hui, l'estime de soi, c'est une caractéristique propre à la psychologie, se sentir bien, se sentir reconnu. Donc, on voit aujourd'hui que l'entreprise a même une nouvelle fonction. Le travail n'est plus une fin en soi, c'est un moyen de se sentir bien. C'est un moyen d'avoir une estime de soi positive et non négative, et donc d'être heureux au travail. Et avoir la connaissance de ses forces et ses faiblesses, ça, c'est propre aussi à l'art du management. C'est-à-dire qu'un bon leader, c'est un leader qui sait se remettre en question. Voilà, être un bon leader, être un bon manager, c'est être capable de se remettre en question, d'essayer de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait mais mal fait aussi, pour peut-être comprendre et progresser. Donc, toujours avoir une marche de progression. Et c'est aussi pour ça que ces jeunes sont très demandeurs aussi de formation, d'apprendre, le fait de renouveler ses compétences, parce qu'ils reconnaissent aussi, ou en tout cas
avec l'aide aussi des autres générations, quelles sont mes forces, mais aussi quelles sont mes faiblesses, et donc ce besoin toujours d'apprendre dans l'entreprise et non pas uniquement apprendre à l'école. Dans l'innovation managériale, tu mentionnes aussi l'exemple de Leroy Merlin et tu allais interviewer Patrice Pérez, qui est leader RH opérationnel chez Leroy Merlin, Ouais. et qui t'a décrit comment Leroy Merlin met en place les horaires participatifs. En quoi ça consiste exactement, ces horaires participatifs? En fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore avoir un agenda calé 8 heures, 18 heures, où on l'a encore hein, dans le domaine de la fonction publique et pour certains postes, on doit poster. Hein, et il y a des jeunes qui nous disent, ça je me souviens parce qu'il y a des RH qui me l'ont dit, rien que le fait de poster, voilà, non, je ne veux pas intégrer votre entreprise s'il y a des horaires qui sont fixes parce qu'en fait, ces jeunes ont besoin de flexibilité. Donc là, idem, est-ce qu'on est sur un management par les résultats ou est-ce qu'on est aussi, voilà, et sur la confiance ou est-ce qu'on est sur un management par le contrôle et le fait de checker. Et c'est pas parce qu'on est dans l'entreprise qu'on va être beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, ces jeunes demandent du télétravail, mais pas trop. Voilà, et ils demandent à être dans l'entreprise, mais les horaires participatifs, c'est voilà, on va pouvoir aussi choisir les horaires avec lesquels on va pouvoir travailler. Certaines boîtes, on peut aussi choisir quand on a envie d'être en congé. Orange, par exemple, a mis aussi le congé respirant, par exemple, le fait de pouvoir partir en congé pour pouvoir faire autre chose plusieurs mois. Les horaires participatifs, ça va aussi en accord avec, par exemple, la semaine des 4 jours, s'accorder du temps pour faire autre chose. Et on a vu, hein, si on reprend par exemple le documentaire très intéressant de Samuel Durand sur Future of Work, qui a montré justement que des entreprises sont très productives par le fait de travailler 4 jours et de laisser 1 jour à leurs collaborateurs, parce que les collaborateurs se sentent mieux, ont une meilleure estime d'eux-mêmes, se sentent mieux dans leur peau, dans leur famille, et donc sont plus productifs dans l'entreprise. Donc en fait, est-ce qu'on est sur un management par le contrôle ou est-ce qu'on est sur un manager qui est plus par la confiance? Et aujourd'hui, on tend, en tout cas aujourd'hui, à se dire, voilà, et depuis l'ère de la Covid-19 et toutes les mutations que cela a pu aussi engendrer, avant on parlait de télétravail un peu, aujourd'hui on en parle beaucoup et on voit que le télétravail c'est aussi un marqueur de confiance. Le travail, c'est aussi un marqueur de conscience. Tu finis ton ouvrage, et malheureusement la demi-heure passe tellement vite, on aimerait continuer cette discussion. Tu finis ton ouvrage sur deux concepts, et j'aimerais voir ton éclairage final sur hédonisme et éthique, hein, et finalement au cœur de la réflexion qu'on a dans ce management intergénérationnel, dans cet accueil de cette génération Z qui est en train de prendre le pouvoir, comme on le dit dans notre titre de cette masterclass, il y a au cœur de cette approche une approche éthique. Bien évidemment, pour moi l'hédonisme et l'éthique c'est pas forcément contradictoire, c'est comme le luxe et l'éthique. Est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'on peut être heureux tout en faisant attention à la planète? Est-ce qu'on peut consommer tout en faisant attention, c'est-à-dire peut-être consommer moins mais consommer mieux? Donc quand on parle d'hédonisme aujourd'hui, c'est clair que la valeur du travail a une valeur affective et émotionnelle. Aujourd'hui, les jeunes, mais aussi pour d'autres générations, ils ont besoin de se sentir bien au travail, ils ont besoin de se sentir heureux, autrement voilà, on peut quitter l'entreprise, donc on a envie de se sentir bien. Et quand on parle d'éthique, c'est toutes les questions aussi liées à la RSE. Pour eux, ce besoin de transparence, ce besoin d'authenticité, ils ont envie d'intégrer une entreprise qui soit en adéquation avec leurs valeurs. Ils ont envie de se sentir utiles dans leur travail, ils ont envie de se sentir grandir, ils ont envie pour eux d'être collaborateurs, mais aussi citoyens, de se sentir utiles pour la société, pour les questions liées à la RSE. Et l'aspect éthique prend beaucoup de place. Et pour moi, on passe même d'une RSE déclarative à une RSE transformative, d'où justement les entreprises à mission, dont Monsieur Demerger, qui est voilà, président directeur de la Maïf, a mis en œuvre. Aujourd'hui, les entreprises, ça ne suffit plus de parler et de parler en étant sur le discours, en étant sur du greenwashing. Elles doivent prouver leurs actions. Et quand on parle d'éthique, c'est ça en fait justement que les jeunes recherchent. Ce sont des preuves, des actions, et ils ont envie de faire partie justement des actions que les entreprises, sur lesquelles les entreprises travaillent, sur toutes ces questions liées à l'éthique et à la RSE. Ils ont envie d'être protagonistes de cette histoire-là de l'entreprise. Et ça, c'est propre à la culture de l'entreprise, à l'ADN de l'entreprise. La génération Z recherche des preuves, des actions concrètes
pour montrer qu'on les aime et pour se sentir reconnus. Un immense merci, Elodie, pour ce brillant témoignage. À tous nos invités, on demande s'il y a une citation qui les inspire. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement sur ce sujet de la génération Z? Alors oui, alors j'avais une citation que je vais vous lire parce qu'elle est un peu longue, qui est une citation de Francis Bacon dans Les Essais. La jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux qu'à poursuivre des anciens. Et là, en fait, j'aime beaucoup cette citation puisqu'en fait, elle montre que il ne faut pas rester sur des stéréotypes et des préjugés, mais c'est important de comprendre les jeunes, comprendre l'humain. Il y a des ambivalences, il y a des contradictions, mais il y a aussi beaucoup de complémentarité et c'est important de les comprendre pour apporter un nouvel éclairage aussi sur les jeunes dans notre société. La jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux qu'à poursuivre des anciens. Francis Bacon dans Les Essais. Un immense merci. Pour aller plus loin, quelques ouvrages que tu nous suggères. Tout le bleu du ciel, Melissa d'Acosta, 2020. Une merveilleuse surprise, un roman qui t'a particulièrement marqué. C'est le roman en ce moment sur ma table de chevet, oui, qui est un beau témoignage de l'humanité par rapport à la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, c'est un très bel ouvrage. Après, il y avait l'ouvrage de La Petite Poussette, bien évidemment, Poussette par de rapport Michel à Serres. Michel Serres, que beaucoup de monde a lu et connaît, qui montre justement la présomption des compétences, le nouveau rapport à l'autorité, toutes les questions aussi. Hein. On voit ici qu'il ne faut pas rester dans le domaine des sciences de gestion, mais il faut aller dans le domaine de la sociologie, de la psychologie, dans le domaine de l'anthropologie, pour bien comprendre justement voilà, notre rapport à la société et toutes les mutations que l'on peut vivre. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis à la Le fin, bien monde a évidemment, tellement j'ai changé, cité j'adore cette phrase, le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer. Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer. Voilà. Et puis tes ouvrages, bien sûr, sur la génération Z, hein, des premiers ouvrages clés des Z consommateurs aux Z collaborateurs. Un ouvrage plus orienté sur le marketing. On a souligné tout au long de cet entretien tes deux compétences, tes deux expertises, marketing et RH. Donc marketing et génération Z, nouveaux modes de consommation et stratégie de marque. Et bien sûr, le livre que tu es venu nous présenter aujourd'hui, Manager la génération Z. Achetez-le, c'est très concret, c'est très pragmatique, ça se lit comme un roman. Un immense merci pour ton accompagnement. Si vous voulez contacter Elodie pour aller plus loin, vous pouvez la contacter sur l'email suivant e.gentina, gentina, yeseg.fr. Voilà. Et si vous devez nous quitter, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de au-delà de la RSE avec Frédéric Petitbon qui est partenaire de chez PwC, la branche People and Organization, pour aller au-delà de la RSE. Il viendra nous présenter son dernier livre, Il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd, un merveilleux témoignage. Et Elodie, si tu as encore quelques minutes avec nous, on sera ravis de te garder pour répondre aux questions que nos éditeurs ne manqueront pas d'avoir. Vous pouvez les poser directement sur la plateforme de GoToWebinar et Jules se fera un plaisir de nous les retranscrire. Jules, est-ce qu'on a des Oui. questions déjà de nos auditeurs? Oui, on a plein de questions. J'ai Hélène qui demande « Bonjour, le besoin de reconnaissance n'est pas propre à la génération Z. Selon moi, toutes les générations en ont un besoin. Qu'en pensez-vous » Ça, c'est clair et c'est ce que j'ai voulu dire aussi dans ce podcast. Alors forcément, on accentue la génération Z parce que moi, je travaille justement sur les jeunes, mais le point de départ, c'est pas la génération, c'est toutes les mutations voilà, de la société et toutes les générations les ont vécues. Donc forcément, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on a toujours aussi besoin de ce besoin de reconnaissance. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes le revendiquent haut et fort à leur âge, alors que peut-être qu'avant, voilà, on était plus en silence sur un certain nombre de choses. Après, je pense que les jeunes en ont encore plus besoin aujourd'hui face à, voilà, à toutes les perturbations et les mutations de la société. On voit qu'aujourd'hui, s'ils sont tant sur les réseaux sociaux et tant dans cet esprit de la collaboration, c'est aussi parce qu'ils ont un besoin d'appartenance qui est extrêmement important. Et quand on dit besoin d'appartenance, c'est aussi besoin de reconnaissance existentielle liée à l'humain.
Super. J'ai Eric qui demande comment expliquer la multiplication des problèmes psychologiques chez les jeunes en entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage croissant entre promesses et réalité? Alors, on a vu aussi que tous les problèmes psychologiques. Alors, je suis pas psychologue pour répondre véritablement, à la question, mais dans le cadre de mon ouvrage, si vous l'avez lu ou si ce monsieur veut le lire, en fait, j'ai interviewé justement des psychiatres et des médecins qui parlent justement de la santé mentale et morale des jeunes et notamment l'impact de la crise de la Covid. Qui a eu aussi sur ces jeunes et même encore 2 ans après où beaucoup de jeunes se déclarent en souffrance au travail avec un sentiment fort d'exclusion, génération oubliée, génération sacrifiée, ce besoin justement chez aussi les jeunes de faire de la méditation pleine conscience après la crise de la Covid. Un jeune sur 2 s'est mis à pratiquer la méditation pleine conscience et c'est pour ça aujourd'hui que les jeunes parlent de plus en plus de ce besoin de préserver leur santé mentale, leur santé morale via les marques qu'ils vont consommer, mais aussi en choisissant des entreprises qui vont veiller à faire attention à ça, comme si l'entreprise était aussi apporteur de solutions sur ces questions-là. Alors ça, c'est pas forcément facile de la part de l'entreprise, mais aujourd'hui, les entreprises le reconnaissent de plus en plus. J'ai Luc qui demande jusqu'à quel âge est-on considéré comme jeune dans l'entreprise par les ressources humaines? Alors pour moi, c'est pas aussi ça. Il faut dépasser cette notion d'âge subjectif. On peut avoir 35 ans, 40 ans et 45 ans, 50 ans ou même plus et avoir le même mindset que les jeunes. Voilà. Et puis on peut à l'inverse avoir 30 ans et moi j'ai déjà vu des jeunes de la génération Y qui me disent mais en fait je les comprends pas et je me sens plus proche de personnes de 50 ans. Donc je pense qu'il faut quand même ne plus uniquement être sur un critère d'âge parce que les générations aujourd'hui elles sont de plus en plus courtes. Est-ce que demain, on parlera toujours de génération, même de cohorte d'âge et on utilisera d'autres termes parce que les générations sont de plus en plus courtes. Mais moi, en tout cas, dans mes cadres d'analyse, parce que j'analyse quand même les jeunes, j'analyse les jeunes de 12 à 18, où là, on est avant l'entreprise, plutôt les ados, et après de 18 jusqu'à peu près une trentaine d'années pour la génération Z. Mais je ne m'arrête pas à la notion d'âge parce que l'important, c'est aussi le cycle de vie et c'est aussi l'âge subjectif, quel âge on se sent avoir, au-delà de quel âge on a réellement. Super, j'ai plein de félicitations aussi sur LinkedIn, donc c'était un super webinaire et j'ai plus de questions sur GoToWebinar. Merci. Merci, Élodie, avec plaisir. un immense merci pour cet entretien. C'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. On retient plein de sujets, comment transmettre l'amour de la marque, venez comme vous êtes, le management par le vide organisé, la collaboration intergénérationnelle qui remplace le concept d'entreprise apprenante, la social reliance, voilà, beaucoup de concepts qu'on peut retrouver avec des exemples très pratiques et des témoignages de dirigeants opérationnels pour mieux accueillir et valoriser le formidable potentiel de la génération Z qui vient prendre le pouvoir dans les organisations progressivement. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour transformer, aller au-delà de la RSE. Il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd avec Frédéric Petitbon, partenaire chez PwC Consulting. Un immense merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée à tous.